Rebonjour à tous, j'espère que vous avez repris des forces car c'est une après-midi chargée qui nous attend. Alors avant de retrouver nos premiers invités, on va écouter Grégory Baumann, directeur général d'Havas Voyages, qui est un partenaire de Goélette. Il nous dit quelques mots sur sa vision de la TMC et sur le contexte particulier du voyage d'affaires. On se retrouve juste après. Havas Voyages, c'est une agence de voyage française qui a 80 ans d'expérience. Notre premier métier, c'est le business travel, les déplacements professionnels, et c'est une équipe de 700 personnes basée sur le territoire français et au travers 17 plateaux d'affaires répartis partout en France, au plus près des régions, et notamment au travers des petits modules, des modules de 4 à 6 personnes qui nous permettent à nos équipes d'avoir une proximité avec nos clients et une parfaite compréhension des spécificités de chacun. Nos clients, ils sont au nombre de 10 000, de petites PME qui ont des budgets de moins de 100 000 euros à l'année, jusqu'à des grandes entreprises, des grands groupes qui ont des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. L'ADN d'Havas Voyages, c'est un ADN de service. Nous sommes une entreprise de service. Nous ne sommes pas une entreprise digitale native, même si, et vous le savez, nous sommes le premier partenaire de Goélette, ce qui nous permet aujourd'hui, sur le marché français, de proposer à nos clients des solutions et des technologies qui sont des technologies innovantes, des technologies intuitives, que ce soit sur l'outil de réservation, que ce soit sur l'expense, que ce soit sur le reporting, et qui nous permettent de répondre aux spécificités et aux besoins des clients en France. Autre particularité d'Havas Voyages dans son offre, c'est de bénéficier d'un groupement d'achat, d'un GIE, qui pèse près d'un tiers de la distribution en France, et évidemment l'opportunité pour nos clients de bénéficier à la fois d'un contenu très large en termes d'offres, mais également d'offres tarifaires compétitives. Le contexte nous oblige. Le contexte nous oblige, nous, en tant que professionnels du voyage. Il nous oblige en tant qu'experts dans notre rôle de conseil et d'accompagnement de nos clients. Pour l'illustrer, nous allons produire de nouveaux indicateurs pour nos clients. Nouveaux indicateurs qui sera basé sur l'évolution des tarifs, que ce soit l'évolution des tarifs hôteliers, l'évolution des tarifs aériens. Nous allons plus que jamais faire preuve de recommandation auprès de nos clients. Nous sommes sur une période où nous allons faire le bilan de l'activité passée avec chacun de nos clients. Nous allons dessiner les perspectives de l'année à venir et notre rôle de conseil s'exprimera dans le cadre de ces entretiens avec ces clients. Nous allons aussi partager les bonnes pratiques de chacun de nos clients et ils sont de manière générale assez intéressés de savoir ce qui se passe et quelles sont les réussites dans d'autres compagnies et davantage produire également des veilles parce que cette notion d'information est une notion qui est importante et plébiscitée par nos clients. Ça nous oblige et ça se fera notamment au travers de notre équipe de compte managers. Nos compte managers ont une particularité chez Havas Voyages. Ce sont tous des anciens opérationnels. Ils sont tous d'anciens responsables d'agence ou de responsables de plateau, ce qui leur confère à la fois cette dimension commerciale, commerçante qui est extrêmement importante dans les relations qu'on entretient avec nos clients, mais aussi cette connaissance parfaite des opérations et de l'environnement du business travel. Mais d'une manière générale, indépendamment de ce contexte, on est très attaché à être proactif dans la relation qu'on entretient avec notre client. Notre métier, c'est pas un métier de commodité. Notre métier ne se résume pas à la technologie que l'on porte. Notre rôle, à nous, c'est quoi? C'est d'apporter du service. D'apporter du service aux voyageurs d'affaires, d'être présent pour lui, d'apporter du service aux entreprises, aux travel managers ou aux acheteurs dans leurs projets ou dans notre rôle de conseil. C'est ça la valeur d'une agence de voyage. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que la valeur de l'agence de voyage a été probablement un peu diminuée ces dernières années. En tous les cas, les revenus des agences de voyage ont été diminués ces dernières années, année après année, alors que l'environnement n'a jamais été aussi complexe. Notre croyance, c'est que rien ne coûte, tout vaut, et je pense sincèrement que nous le valons bien. Chez Havas Voyages, nous avons un savoir-faire, une qualité de service qui est reconnue sur le marché, mais notre visibilité n'est pas assez forte. Havas Voyages est une agence de voyage qui augmente
la puissance de sa technologie, par son capital humain, par son expertise, l'expertise de ses équipes. Eh bien, notre ambition, c'est que ça se sache en 2023, simplement. Bien, on poursuit donc notre grand live avec un sujet ô combien important, celui des outils de réservation online, les fameux SBT ou OBT. Rarement autant qu'aujourd'hui, ils n'auront été au centre des attentions. On sent une effervescence particulière autour de ces outils, avec pléthore d'évolutions techniques et des attentes très forte des clients en matière de contenu et d'expérience utilisateur. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir. Alors à ma droite, Jean-Christophe Carrette, directeur commercial de Cytric, l'OBT d'Amadeus. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, ravi d'être avec vous. Eh ben, on est ravi de vous accueillir. À vos côtés, Jean-Christophe, Laurent Desmarais, vice-président vente et marketing de KDS, qu'Amex a racheté en 2016, je crois, c'était bien ça. C'est bien ça. Bonjour François-Xavier. Bonjour Laurent. En face de vous, Laurent, Pierre Ménage, directeur général de Goélette, anciennement Raidu, racheté par CDS en 2022. Bonjour Pierre. Exactement, bonjour. Et puis enfin à vos côtés, Guillaume Ridolfi, directeur commercial France et Benelux de SAP Concur. Bonjour Guillaume. Bonjour François-Xavier. On est ravis de vous accueillir tous les quatre. Autant vous dire qu'on a la crème de la crème des SBT sur ce plateau, les quatre fantastiques. Je rappelle quand même que c'est un débat, donc vous pouvez me faire un petit signe de la main quand vous voulez réagir à un propos, quand vous voulez faire un commentaire, vous n'hésitez pas. Et puis vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez aussi discuter avec nous, vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez faire un simple commentaire et puis évidemment, je me ferai votre relais, j'en serai ravi, n'hésitez pas surtout. Alors comme chaque séquence, on débute par un petit sondage. Vous allez voir le pop-up s'afficher à votre écran, sur votre écran, c'est très simple. Vous cochez la réponse qui vous satisfait. La question, elle est simple. Selon vous, les SBT sont-ils prêts à répondre aux nouveaux enjeux du voyage d'affaires en matière de contenu, NDC, rail, en matière d'expérience utilisateur, en matière de RSE, pourquoi pas? Bref, est-ce qu'ils sont prêts à répondre à ces nouveaux enjeux? Oui, non, ne sais pas. Vous avez 3 possibilités de réponse. Je regarde en direct les résultats qui vont s'afficher. 30 secondes pour répondre. Ça commence à être intéressant. On en reparlera évidemment un petit peu plus tard de ces résultats de sondage, mais je vous laisse quand même le temps de répondre. Et c'est très intéressant, très intéressant avec là clairement une tendance qui s'affirme après 134, 137, il y a encore un petit peu, allez, 137 réponses. Voilà, on regardera un peu plus tard les résultats, vous verrez, c'est riche d'enseignements. Alors, je disais que rarement l'attente des entreprises n'avait été aussi forte à l'égard de leur outil de réservation en ligne. Tiens, regardez aussi ce premier chiffre. On va le voir s'afficher sur votre écran. L'optimisation des outils de réservation en ligne, les OBT ou les SBT, l'optimisation est la priorité numéro 1 des travel managers britanniques en 2023 selon ITM. ITM, c'est l'équivalent de la FTM. Et l'optimisation des outils de réservation en 2022, c'était seulement la 5e priorité. Donc on voit qu'on est passé de la 5e à la première, et c'est même la première fois depuis que cette étude d'ITM existe que les SBT et les OBT sont en tête des préoccupations des acheteurs. Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est une étude qui a été réalisée auprès d'acheteurs britanniques, certes, mais des acheteurs qui ont tous quand même des responsabilités mondiales. Donc ça dit quand même, je trouve, certaines choses de la tendance. Guillaume Ridolfi, est-ce que vous ressentez, vous, cette attente particulière de la part des clients aujourd'hui vis-à-vis de leur SBT ? Oui, et ce résultat m'étonne pas à la sortie de la période de 3 ans qu'on a vécu, où les voyages ont beaucoup été remis en cause, la manière dont les gens voyageaient, la manière dont ils appréhendaient le voyage, la manière dont les entreprises accompagnaient leurs voyageurs. Et donc, il y a une forte demande aussi des utilisateurs à pouvoir être accompagnés tout au long de cette reprise progressive et très endémique, pays par pays, et qui diffère d'un pays à l'autre, du voyage. Et donc,
l'outil, la technologie doit être à même à les accompagner de manière bien plus adaptée, bien plus personnalisée que c'était le cas auparavant. Pierre Ménage, on sent que votre capacité à s'adapter aux nouveaux enjeux du voyage d'affaires post-Covid va constituer en tout cas un vrai test aux yeux des entreprises, comme si vous étiez vraiment attendu là au tournant. Au niveau des entreprises et au niveau des agences de voyage. Moi, je pense qu'il y a une attente extrêmement forte également au niveau des agences de voyage. Après le Covid, on sait qu'il y a une difficulté à trouver du personnel et donc il y a besoin de pouvoir proposer le même niveau de service et pour ça, il faut de la techno qui réponde aux besoins des utilisateurs et des entreprises. Et donc je pense qu'on a un vrai tandem qui a le même objectif, entreprise-agence, pour pousser la techno et nous on le sent très fortement avec nos partenaires. Une attente, un vrai test de passage. Regardez, ce deuxième chiffre qui est intéressant. Alors c'est tiré de la même étude, cette étude de ITM. 40% des travel managers britanniques ont le sentiment que leur OBT, leur SBT, n'est pas prêt à soutenir la réalisation de leurs principaux objectifs. Laurent Desmarais, les entreprises attendent beaucoup de vous, mais elles mettent aussi un peu en doute vos capacités. Avant le Covid, on avait peut-être, je dis bien peut-être, l'impression que les OBT vivaient un peu sur leurs acquis, sur des technologies peut-être déjà anciennes, et que c'était difficile de les faire bouger. Là, on est clairement monté d'un cran, en tout cas, dans les exigences des entreprises à votre égard. Vous le ressentez comme tel ? Alors, on le ressent et on échange avec nos clients. Et en fait, c'est un ensemble d'éléments qui sont arrivés en même temps, entre d'abord une période Covid où il a fallu les accompagner, les rassurer. Les voyages ne se sont pas opérés de la même manière. Les gens sont repassés plutôt un peu en offline à ce moment-là. Donc ça a également chamboulé le monde des agences. Il a fallu les ramener dans ce monde online tout en les rassurant, donc en leur donnant toujours plus d'expertise pour les accompagner sur la partie voyage tout au long de leur séjour. Et ensuite, il y a des enjeux qui sont arrivés quasiment au même moment. Donc, le fait d'avoir une politique RSE qu'on nous a demandé, le fait de s'adapter à des nouvelles politiques voyage, on a observé quand même beaucoup plus de flexibilité offerte par nos clients vis-à-vis de leurs employés, qu'on a autorisé à travailler depuis la maison, potentiellement depuis la province. Donc, des gens ont déménagé, mais finalement, il fallait réussir à pouvoir les réunir. Mais les réunir, donc on les refait voyager. Est-ce qu'on les refait voyager avec les mêmes politiques voyage ? Est-ce qu'on les fait voyager comme si ils voyageaient, comme s'ils allaient voir un client transatlantique ? Donc on a dû s'adapter et effectivement, ça nous a challengés et on est là pour les accompagner. On continue de les accompagner. Donc plusieurs éléments qui viennent s'agréger et effectivement qui nous ont un petit peu challengés sur les 2-3 dernières années. Alors justement, on va regarder les résultats tout de suite de notre sondage. Je vous posais la question en début de séquence. Selon vous, les SBT sont-ils prêts à répondre aux nouveaux enjeux du voyage d'affaires ? Eh bien, vous êtes 43%, majoritairement, on le voit s'afficher, 43% à dire non. Non, les SBT ne sont pas prêts. Vous êtes 36% à dire oui et un peu plus de 20% à dire ne sait pas. Donc voilà, on sent que là, Jean-Christophe, il y a une insatisfaction. Il va falloir, évidemment, on va essayer d'y répondre pendant toute cette séquence. Jean-Christophe, on voit que les SBT ont aussi un rôle majeur, là, celui un peu de soulager un secteur qui a été miné par le manque de personnel et les perturbations aériennes. On a d'ailleurs, et c'est très symptomatique, on voit pour la première fois les TMC qui poussent comme jamais à l'utilisation des SBT afin de ne pas surcharger évidemment leurs conseillers voyage. Sauf que ça vous demande d'être à la page évidemment sur un certain nombre de sujets. Il y a un sujet, on se dit mais pourquoi ça n'a pas été résolu avant, les fameux échanges, modifications et annulations de billets. On a vu pendant le Covid que ça nécessitait à chaque fois une intervention humaine. Est-ce que vous avez avancé les uns et les autres sur ce sujet-là ? Qu'en est-il, vous, chez Cytric ? Oui, c'est une bonne question et c'est vrai que sur ce sujet, il y a des exigences comme sur beaucoup d'autres sujets. Ce qui est important de rappeler, c'est que même au-delà du Covid, les OBT ou les SBT, ça dépend comment on les appelle, mais existent depuis quand même une vingtaine d'années. La maturité sur les différents marchés, elle est là, donc les exigences, elles sont évolutives et je dirais qu'elles ont été accélérées par cette période de crise du Covid où effectivement, les agences et les parties opérationnelles
opérationnel traditionnel des agents de voyage était tellement sollicité qu'il fallait aussi transférer une charge de travail sur cet aspect de plus technologique. Et forcément, avec déjà une bonne maturité, puisque sur la moyenne, on est largement au-dessus dans les entreprises de 70% des taux d'adoption. Eh bien, c'est monté encore plus pour aller encore plus loin avec des attentes encore plus fortes sur les sujets dont vous parliez, notamment les aspects de modification, de remboursement après émission. Alors c'est vrai que sur Cytric, Amadeus Cytric Travel and Expense, c'est quelque chose sur lequel on propose déjà ça à nos clients depuis un certain temps maintenant, et c'est très très appréciable, je le dirais, de le faire à la fois à partir de son bureau ou à partir de son téléphone aussi pendant ma mission, parce que moi en tant que voyageur, ma mission elle évolue sans cesse et je dois être capable de pouvoir modifier mon billet même s'il a été déjà émis sans avoir à appeler mon agent de voyage qui est peut-être pas disponible au moment où je l'appelle parce que je suis sur un continent X ou Y, ou parce que mon agence de voyage est un peu débordée par des demandes qui sont de plus en plus importantes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur ce qui a modifié aussi cet aspect technologique et ces demandes sur l'aspect technologique, sur l'impact du Covid, c'est que le Covid a complètement redistribué toute la donne entre, on parlait de voyage, mais est-ce que je fais mon voyage ou est-ce que je le fais pas mon voyage finalement? Donc c'est aussi ça, ces enjeux qui sont là où les entreprises sont demandeuses de peut-être réduire les voyages, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, mais en tout cas, et de trouver donc des biais, des moyens pour faire un peu moins de voyages, qui soient un peu plus productifs peut-être, et les faire différemment avec des outils comme Teams par exemple. L'échange, modification, annulation, c'est prêt, oui ou non chez KDS? C'est prêt, c'est prêt. Puis on a des vrais retours d'expérience, notamment à travers notre maison mère, puisque ça a d'abord été activé pour notre maison mère. Donc fin d'année dernière. Et aujourd'hui, on est en train de s'approcher des 10 000 transactions qui ont été modifiées, annulées directement en ligne. Ça se fait chez Goélette? On en est où également, sur ce sujet? C'est prêt? Également. Et je dirais, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de se dire les choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Et donc, on travaille avec des partenaires. Typiquement, sur le rail, on travaille avec Trainline et on a mis en place une solution avec Trainline, avec en premier donc notre partenaire Havas pour les clients d'Havas, et on fonctionne pareil sur la location de véhicules. On a fonctionné avec Rezacar. Sur l'hôtellerie, on travaille beaucoup avec Booking.com, Expedia et d'autres players. On a toujours eu un rôle d'intégrateur, en fait, se dire nous, là, on est vraiment bon, c'est créer en fait un environnement avec un UI qui fonctionne très bien pour l'utilisateur. Et donc derrière, après, on va travailler de façon ouverte avec des partenaires pour amener justement toutes les fonctionnalités qu'attendent les utilisateurs et que d'autres savent mieux faire que nous. Et donc on les reprend et on les propose. Chez Concur, dans la nouvelle version, ce sera possible, on pourra. C'est déjà possible. C'est déjà possible. C'est déjà possible. On l'a lancé un peu de manière un peu transparente pendant la période Covid. Donc depuis, ça fonctionne sur l'ensemble de nos supports, l'ensemble des GDS et l'ensemble de nos plaques, puisque comme on est un outil global, on adresse tous ces besoins-là partout dans le monde, quel que soit le point de vente. Voilà. Et puis on s'est aussi beaucoup rapproché de nos partenaires agences pour voir, tu en parlais, pour voir où on leur ramène de la performance et où on les aide à pouvoir servir positivement le besoin du client. Et cette option-là, cette possibilité technique permettait à la fois de satisfaire les utilisateurs finaux, atteindre les objectifs des entreprises et aider nos partenaires agences à maintenir des KPI et des CLA qui sont cohérents par rapport à l'attente de leurs clients. D'accord. Alors vous êtes attendu au tournant, je le disais. Alors en matière de contenu, forcément, jamais les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les locations de voitures n'ont été accessibles depuis un si grand nombre de sources. C'est un vrai challenge, évidemment, pour vous, pour les SBT, de rassembler et de rendre lisible l'ensemble de ces contenus. D'abord, le contenu aérien. J'aimerais qu'on parle un peu du contenu aérien parce qu'évidemment, il y a un des grands enjeux de l'année, NDC. Alors, par le passé, moi, j'ai entendu beaucoup de TMC qui se sont plaintes de votre peu d'empressement de vous adapter à NDC. Vous en êtes où aujourd'hui, les uns ou les autres, sur ce sujet NDC? Laurent, chez KDS, très vite. Globalement, nous, on est prêts techniquement et fonctionnellement. Oui, mais ça marche pas. Alors, c'est pas que ça marche pas. Encore une fois, techniquement et fonctionnellement, je pense que c'est pareil autour de la table, nous sommes prêts. Ce qu'on observe, c'est plutôt
un peu le retour en arrière qu'on peut avoir avec une solution NDC à ce jour, où potentiellement on a tous fait des efforts de développement sur ces capacités de modification, d'échange, d'annulation, où on va potentiellement avec le NDC faire un retour en arrière et renvoyer ça en traitement offline à l'agence. Aujourd'hui, on n'a pas encore passé ce gap-là, en tout cas pas pour tous les tests qu'on a pu faire, et ils sont nombreux, que ça soit en France, en Allemagne, et donc il nous reste encore à travailler ce sujet-là. Et quand on dit le travailler, c'est tout un écosystème qui doit le travailler. C'est pas l'OBT qui doit le travailler. C'est l'OBT, la compagnie aérienne, évidemment le GDS et l'agence de voyage. Le mid-office. Oui. De l'agence qui doit intégrer effectivement les données NDC et ainsi de suite. Non, on est sur un... Je pense qu'on a le même point de vue avec KDS, c'est-à-dire nos technos sont prêtes. Après, c'est toute une supply chain en fait qu'il faut gérer. Et effectivement, il y a encore certaines briques qui peuvent ne pas être prêtes, pas simplement côté OBT. Oui. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on a une nouvelle norme qui est moins efficace que l'ancienne. Et moi, de ce que j'entends quand même des uns ou des autres, il y a la fameuse date du 1er avril. Le 1er avril, on ne sera pas prêt sur cette nouvelle norme. Elle restera moins efficace que l'ancienne, et encore pour plusieurs mois, sinon plusieurs années encore. Enfin, c'est un puissant fond, ce NDC. Depuis combien de temps on n'a pas ? Oui, une dizaine d'années. Ouais, donc c'est pas un truc nouveau. Techniquement, je pense qu'on est tous prêts autour de la table. On a fait des choix technologiques différents. On est un peu drivé aussi par les compagnies aériennes, qui elles-mêmes se cherchent un peu sur les solutions techniques qu'elles vont appliquer. Moi, je vais juste mettre le doigt sur un élément qui me paraît important sur ce sujet de la NDC, c'est la gouvernance des entreprises. Parce qu'on voit que la NDC amène beaucoup de valeur sur le papier, mais amène aussi des enjeux et des risques pour les entreprises, notamment tout ce qui est pour les frais ancillaires, qui sont pas tout à fait prises en charge dans les politiques voyage, qui sont pas tout à fait encadrées par la manière dont l'utilisateur va pouvoir accéder ou pas, et donc générer des coûts supplémentaires au moment du travail, du travel, pardon. Et donc va se retrouver dans une situation où, quand la consommation va augmenter sur des NDC, on risque d'avoir des déviations par rapport au budget des entreprises ou par rapport au mode de fonctionnement qui était prévu initialement. Et donc, il y a aussi ces discussions qu'on a avec nos clients, qui consistent à dire, OK, technologiquement on est prêt, les compagnies aériennes vous le proposent, mais est-ce que vous avez intégré ça dans votre politique voyage ? Comment vous voulez le gérer ? Comment vous voulez technologiquement, nous, qu'on adresse ces nouveaux challenges ? Et là, on n'est pas tout à fait encore alignés, effectivement, les uns avec les autres. Cette chaîne de valeur des différents acteurs, elle doit être cohérente, et on doit, je pense, être comité tous ensemble sur une mode de fonctionnement unique, et c'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'a pas été un travail franchement collaboratif. Non, pas du NDC, on ne peut pas dire. Votre avis, Jean-Christophe ? Mon avis, il est à la fois égal, identique, et en même temps un peu différent, parce que nous, on travaille depuis effectivement des années, aussi bien Amadeus Cytric, mais le groupe Amadeus sur NDC avec NDCX pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, je suis d'accord sur l'aspect écosystème. On peut pas faire les choses chacun dans son coin. C'est pas d'un côté l'OBT, d'un côté le provider de technologie, l'agence de voyage, les airlines et les clients. Donc tout ça, c'est à inclure dans le même sujet, dans le même projet en fait. Là où on voit et donc Amadeus, on travaille pour cet ensemble de l'écosystème, d'accord. Et on anticipe aussi, même pour les clients, justement, ces sujets qui peuvent leur faire peur parfois de oulala, NDC, c'est un tel changement qu'on va dépenser beaucoup plus. Ça va être un petit peu une liberté totale sur ce que veulent pousser les compagnies aériennes, parce qu'il y a quand même cet enjeu-là. Et le but, évidemment, et c'est ce qu'on a construit et qu'on construit pour certains de nos clients qui sont, je dirais, au front et au forefront de cette aventure qui dure, comme tu l'as dit, depuis pas mal d'années, mais sur laquelle on avance beaucoup. Je voudrais juste signaler, parce qu'il y a quelques travel managers ou acheteurs qui peuvent dire ah ben non, on le verra jamais, ou comme tu viens de le dire, on sera pas prêt pour voilà. Ça avance beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Sur la partie déjà loisir, moi j'aime bien prendre aussi cet exemple en dehors du corporate qui difficile de comparer, Jean-Christophe. Non, c'est pas juste pour comparer, c'est pour montrer que la dynamique elle est déjà là, et on a déjà des taux de transactions qui sont sur la NDC qui sont quand même essentiels. On l'a tous dit, les agences, ça joue, les TMC
effectivement ont leur importance dans cet aspect-là. Il faut qu'elles soient prêtes. Et là aussi, Amadeus, pas Cytric Amadeus, mais Amadeus accompagne également les agences à se préparer pour justement la petite touche finale qui manque. On parlait tout à l'heure de pouvoir modifier, de pouvoir mener des actions de conseiller voyage après les émissions de billets. On y est déjà sur des phases pilotes. Et donc moi je pense que ça va accélérer beaucoup plus vite que ce que on peut le dire aujourd'hui. On verra. Et écoutez, puisse NDC vous entendre. Autre enjeu de l'année 2023, et ça c'est un sacré enjeu, c'est le contenu ferroviaire, avec l'arrivée de la concurrence sur le territoire français. On a vu encore Renfe là qui a annoncé des liaisons, je crois, entre Barcelone et Montpellier ou Marseille, je ne sais plus. Et puis on a le transfrontalier, évidemment. Comment faire quand je dois prendre un train en France et aussi dans les autres pays proches? On a une demande forte des entreprises, évidemment, sur ces sujets, pour des raisons environnementales, être capable de proposer du train partout en Europe. C'est, j'imagine, votre ligne de mire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces sujets-là, Pierre, ce sujet de la distribution ferroviaire? Je pense un peu comme ce qui s'est passé dans l'aérien il y a quelques années. Oui. On est en train de voir apparaître, entre guillemets, les nouveaux GDS du rail. Donc, vous avez des gens comme Trendline, vous avez des gens comme Benerail, Omio et ainsi de suite. Et nous, justement, notre travail côté Goélette, ça a été d'identifier certains de ces partenaires-là, de construire des connectiques pour ensuite pouvoir justement facilement agréger du contenu additionnel. Donc, Trendline, si on veut, on peut rajouter du contenu allemand, on peut rajouter du contenu italien et ainsi de suite, assez facilement parce que l'API qu'on va avoir avec eux est globale et on va ensuite pouvoir rajouter bloc par bloc le contenu nécessaire. Donc ça a été vraiment notre façon de travailler là-dessus en se disant que vous appuyez sur un fournisseur qui s'appelle... C'est les pros du rail. On voit que les API aussi se mettent à changer très souvent au niveau des providers rail. Et donc, de suivre ça en continu, c'est peut-être de moins en moins notre métier. Nous, ce qu'on veut, c'est au final amener le service attendu aux voyageurs. Et on va se reposer sur un certain nombre de pros qui font que du rail 24 heures sur 24 et qui doivent absolument proposer ça refléter au maximum ce qui est proposé en direct aussi sur leurs API. Et pour l'instant, on trouve l'une des meilleures solutions. Oui, pour l'instant, c'est la solution. Chez Concur, comment on fait? Alors, nous, on a plutôt une approche par marché. Plutôt que par opérateur. En fait, c'était facile avant. On a un opérateur en France, on savait que c'était SNCF, en Italie, en Espagne, etc. On pouvait adresser par opérateur. On a arrêté de faire ça. On a arrêté de faire ça parce que l'ouverture à la concurrence fait qu'on n'est plus monopérateur. Et donc maintenant, on réfléchit par marché, on regarde tous ceux qui sont capables de couvrir le marché, on les intègre. Donc ça, c'est une première approche. Et on les intègre dans des flux qui nous permettent de pouvoir opérer avec l'agence et pour le client final sur des systèmes et des process assez smart. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on est plutôt agnostique. Donc notre objectif, c'est d'offrir à la fois les bons opérateurs pour nos clients et les systèmes les plus complets et les plus souples technologiquement à intégrer chez nous. Donc on travaille avec des agrégateurs sur certains marchés. On parle ici beaucoup IMIA, moins des autres marchés. Donc bien sûr. Les grands acteurs sur IMIA pour pouvoir à la fois avoir une approche marché cohérente et une approche holistique, complète, performante au niveau technologique. C'est quoi aujourd'hui encore les limites sur le ferroviaire, là? Les limites de votre stratégie de distribution? Je pense que la limite, elle est surtout côté compagnie ferroviaire et droit d'émission, en fait. Parce que nous, notre objectif, c'est bien sûr qu'un Français, depuis la France, puisse émettre un billet allemand, un billet suédois, un billet polonais, un billet italien. C'est le point de vente. Donc il y a derrière, un peu comme, entre guillemets, la NDC, c'est-à-dire il faut aussi que toute la supply chain fonctionne, que les agences aient aussi leurs accords d'émission avec les compagnies de chemin de fer étrangères, pour pouvoir derrière mettre ça en place. Mais je pense avec justement la libéralisation et le fait que vous avez par exemple Trenitalia qui arrive, maintenant une agence française devra avoir un accord avec Trenitalia, ce qui veut dire qu'elle sera en mesure d'émettre un Rome-Milan, un Rome-Naples, comme elle émet un Paris-Milan avec Trenitalia. Donc je pense que ça va s'ouvrir et effectivement certains acteurs vont faciliter ce genre de choses. Je pense qu'il faut aussi parler, bien comprendre aussi les enjeux régionaux et notamment dans un contexte de RSE où on doit pouvoir offrir une offre très locale
local, très régional, extrêmement souple, avec les mêmes typologies de fonctionnement que les grandes lignes, que ce soit nationales ou transfrontalières. Chez KDS, l'enjeu de la distribution ferroviaire. Alors nous, on le voit comme un sujet aussi critique et stratégique que le sujet NDC actuellement. On pense que la défragmentation de l'offre rail à travers l'Europe, on n'en est qu'au début, avec Trenitalia et avec Renfe sur la France. Mais quand on va commencer à démultiplier les opérateurs et les pays, on va arriver sur des centaines et des milliers de combinatoires possibles. Bien sûr. Et en fait, on ne va pas pouvoir se satisfaire de dire à un moment donné, j'ai un lien direct avec tel opérateur rail pour tel pays. Ça ne fonctionnera plus. On n'aura pas l'exhaustivité du contenu. Donc, en ce qui nous concerne, on a à peu près la même approche que vous pouvez avoir par pays, par zone, par région. Et on pense, et on n'est pas encore convaincu, on avait plutôt historiquement une approche, nous, qui était vraiment sur des API directs avec chaque opérateur. On pense qu'on va bundler, on va mixer, en fait, entre des liens directs et des agrégateurs, voire un agrégateur, voire peut-être plusieurs agrégateurs, en fonction de la richesse que vont nous offrir les uns et les autres. Tout en sachant que ce qu'on ne veut pas perdre, évidemment, c'est toute la notion de modification, d'échange et d'annulation. Et donc, en fonction de là où on va aller chercher la source et le contenu, il va falloir qu'on soit toujours capable d'offrir cette même richesse, et évidemment, pas qu'en France, mais à travers l'Europe. Bien sûr. Donc nous, on le prend comme un vrai challenge. Et ensuite, il va falloir le restituer aux clients. Ça aussi, ça va être intéressant. Genre, on va avoir des classes de cabines arriver, on va avoir des mix qui vont être différents. Aujourd'hui, ce qui est opéré par Trenitalia entre Paris-Lyon, c'est pas forcément la même chose que ce qui est opéré par la SNCF entre Paris et Lyon. Donc, on a des classes supplémentaires. Il va falloir le gérer, ne serait-ce que dans l'affichage, dans la UI. Donc, très différent. Donc, il va falloir se préparer à ça. Nous, on avait déjà fait un gros travail sur la partie aérien, et on vient de le faire sur la partie hôtel, donc tout ce qu'on a appelé le New Fair Display ou le New Hotel Display, pour avoir toute la gamme tarifaire au sein d'un même vol ou au sein d'un même hôtel. Là, il va falloir qu'on se pose la même question vis-à-vis du train. Donc ça va être notre gros chantier 2023. La classification de toutes les gares et ainsi de suite, ça aussi, le mapping des gares, c'est une certaine complexité. Et j'ai écouté récemment en Allemagne certaines entreprises qui poussent l'obligation au train jusqu'à 5 voire 7 heures. Donc, quand il y avait une app là qui existe où vous mettez un point et vous regardez qu'est-ce qui est accessible en 5 heures depuis ce point, on commence à pas mal se balader en Europe. Donc ça veut dire combiner un SNCF avec un Trenitalia ou peut-être un SNCF avec un SNCB et ensuite un Deutsche Bahn. Et effectivement, pouvoir proposer cette combinatoire, c'était facile avec les compagnies aériennes et les GDS. Il faut effectivement maintenant trouver ces acteurs. Ils sont en train de naître, ils sont en train de travailler très dur pour proposer des options, et Amadeus également. Oui, absolument. Et donc nous, on est vraiment à regarder ce qui se passe et à essayer de jouer avec ces gens-là. C'est vrai qu'on avait également des connectiques directs, mais on voit très bien que vu la multiplication qui arrive, on ne sera pas en mesure de tout suivre, et il faut vraiment qu'on pense à l'utilisateur. La connectique, on pense qu'il y a des gens qui vont nous amener ce flux-là, tout en conservant effectivement toutes les fonctionnalités de modification et autres. Jean-Christophe, Laurent dit c'est un challenge aussi important qu'NDC. C'est vrai, je suis complètement 100% d'accord. Quand on voit que sur le territoire national, par exemple, si on regarde l'ensemble des entreprises, 50% du trafic, enfin voilà, ça représente, c'est énorme, c'est un enjeu, je dirais même historique. C'est vrai que les cartes sont complètement rebattues, donc la comparaison avec le NDC, elle est tout à fait juste. Je pense qu'on a tous des stratégies qui autour de la table qui tiennent la route, qui ont été plus ou moins anticipées. Nous, par exemple, chez Amadeus Cytric, on a été premiers avec la Renfe, les premiers avec aussi à faire du direct et à travailler aussi avec Trainline. Donc il y a des choix qui vont se faire. Il y a des acteurs émergents. Il faut rester sur le focus du client qui, lui, ce qui l'intéresse, effectivement, c'est de basculer. On en parlait ce matin, je crois, il y avait une interview où basculer tout ce qui peut être
fait sur le territoire national et même au-delà de l'aérien, et notamment pour des raisons RSE sur le train. Donc ça aussi, c'est les outils qui vont permettre d'aider dans les politiques voyage les entreprises à basculer sur un usage du train. Il faut aussi rester sur quelque chose de très pragmatique et de très logique, parce que c'est vrai que cette dérégulation du marché va entraîner pléthore de nouveaux prestataires. Il faut que ça reste pertinent. On parlait de voyage d'affaires versus loisirs. C'est pas toujours agréable pour un businessman de se retrouver avec une famille sur les dates de départ sur un Paris-Lyon ou autre. Donc ça aussi, le but, c'est qu'on offre à nos clients des solutions qui soient riches en contenu, qui les accompagnent sur les contenus d'aujourd'hui et de demain, et qui correspondent exactement à 100% aux déplacements professionnels et aux attentes du voyageur professionnel. Donc là aussi, c'est un enjeu majeur qui a déjà commencé en fait. Ça fait réagir, le train sur le chat, beaucoup de commentaires. Là, vous êtes attendu sur le train. Notre souci, nous dit Christian, avec le train, c'est que les compagnies de chemin de fer sont encore nationales, ne sont toujours pas ouvertes. Elles restent dans leur périmètre. Claude qui nous dit, avec l'ouverture à la concurrence, doit-on dire que RightTeam est morte et enterrée? Patrick Dimmer, ce matin, le président de BT4 Europe, qui parlait d'interopérabilité souhaitée par les travel managers. Êtes-vous prêts? La question est ouverte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons un gros souci aux US et au Canada avec Viara, qui ne sera plus distribué via Concur. Pourquoi? Comment pallier à ce problème? Bref, ça n'arrête pas. Et puis on a Christian qui nous dit, tant que les players fonctionneront en silo, nous aurons toujours les mêmes conversations dans 10 ans. Ça, c'est évidemment un des gros reproches qui est fait à l'ensemble du secteur, une chaîne de valeur qui est évidemment complexe dans le voyage d'affaires. C'est difficile de faire parler tout le monde. Tiens, il y a des questions sur la RSE. On va y arriver sur la RSE parce que c'est là aussi un des gros enjeux. Là aussi, manifestement, vous avez du boulot. On attend de vous que vous soyez capable d'afficher les bonnes informations au bon moment de la réservation, afin évidemment pour le voyageur de faire le bon choix. Tiens, regardez ce chiffre intéressant aussi. Toujours tiré de la même étude, 75% des travel managers britanniques sont insatisfaits de la capacité de leur SBT sur l'affichage des émissions carbone. Tiens, et puis on a Yann Barbizet qui nous dit RSE, quelles sont les principales fonctionnalités et les tendances pour accompagner les entreprises dans leur politique de mobilité responsable? Qu'est-ce que vous offrez, vous, les SBT? Alors, qui veut répondre à ça? On fait un petit tour de table. Pierre? Je dirais nous, dès le départ, au niveau de l'affichage, on a toujours travaillé sur cet élément-là, avec la possibilité soit de trier les offres en fonction de la donnée carbone, avec bien sûr la capacité de comparer en parallèle le rail et l'avion. Et en plus, maintenant, on est en train de construire un dashboard, entre guillemets, RSE, qui s'intègre dans la page d'arrivée des utilisateurs, où on leur donne en fait la consommation de CO2 qu'ils ont depuis le début de l'année. Ils peuvent fixer un budget et ils voient petit à petit leur budget qui se remplit. Et l'idée, c'est, comme on développe l'outil et qu'on fait une release tous les mois, d'amener petit à petit des informations additionnelles, le nombre de déplacements, le nombre de temps passé dans les transports et ainsi de suite, pour que les voyageurs puissent avoir un peu justement un indicateur en fait sur réellement RSE, c'est-à-dire l'environnement, mais également le social, le sociétal, combien de temps je passe dans mes transports et autres, et qu'ils puissent se positionner par rapport à ça. Ouais, Guillaume. Nous, on garde notre politique cohérente de bout en bout, c'est-à-dire qu'on passe par des partenaires dont c'est le métier. Pas spécialiste de la RSE, mais spécialiste d'une technologie qui va provider de la valeur. Et on s'entoure des bons partenaires pour pouvoir faire deux choses. Parce qu'il n'y a pas juste le calcul des émissions carbone, ni le reporting. Il y a aussi comment j'établis une politique RSE cohérente. Et comment j'analyse les résultats de cette politique et que je mène des actions spécifiques pour pouvoir adresser les grands enjeux, les challenges là où je suis pas bon. Et donc on a deux partenaires principaux, un qui va faire ces deux étapes avant-après, qui va accompagner les sociétés dans leur réflexion, caler des bons points de mesure, caler des bonnes actions, les refléter ensuite dans l'outil à la fois sur de l'affichage qui permet de prendre les bonnes décisions pour l'utilisateur, mais aussi
faire des choix, arbitrer des choix entre du rail, du fer, de l'air. Je ne voyage pas finalement et je prends d'autres décisions. Donc ça, c'est dans l'outil. Et après, l'analyse de ces résultats et les bonnes décisions autour de ça. Donc nous, on s'entoure des bons partenaires et on travaille avec eux pour pouvoir proposer des solutions qui adressent les enjeux des entreprises qui sont pas toutes les mêmes. Les enjeux sont absolument pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. Le RSE, enfin ça peut être effectivement sociétal, ça peut être des bilans carbone uniquement, et ça peut être aussi à des niveaux de demande dans les RFP qui sont très variables, par exemple. Donc il faut pouvoir adresser largement ces besoins-là, et on travaille avec des partenaires dans ce métier. Laurent, il y avait un exemple l'autre jour d'un directeur des Voyages Monde, d'une grande entreprise, qui a fait un test, qui s'est dit je vais voir, j'ai 5 régions principales, j'ai 5 SBT différents, un par région. Tiens, je vais tester, je vais voir elle avait fait ça, je crois, sur le Londres-New York, quels sont les affichages de kilos de CO2 de chacun des SBT. Les résultats étaient totalement différents d'un SBT à l'autre, et avec des différences de 1 à 400 quand on parle de kilos de CO2. Donc autant vous dire que c'est un peu le grand bazar et du grand n'importe quoi. Donc elle s'est dit, bon, j'arrête tout, ça ne sert à rien de continuer comme ça l'affichage. Là, il y a un vrai sujet quand même. Alors, il y a un vrai sujet, et c'est un sujet dont on a conscience. Très vite, quand les besoins RSE sont arrivés, évidemment, on a mis en place des normes. Et nous, ça nous faisait un petit peu sourire chez Néo, parce que il y a 6-7 ans, en fait, quand on a sorti le door-to-door, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on proposait le plus court, le moins cher, le plus green. Et quand on disait le plus green, généralement, les gens rigolaient en disant ça servira à rien. Et donc, nous, on est plutôt satisfaits de voir qu'il y a un retour en arrière sur le sujet. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est importante. Et alors aujourd'hui, le problème qu'on a avec les normes, les calculateurs de CO2, c'est que c'est pas tant que le calcul soit faux, c'est qu'il n'est pas pertinent. Et il n'est pas pertinent parce qu'il prend pas en considération des éléments qui sont absolument critiques pour la véracité du calcul. Des choses toutes bêtes, le taux de remplissage de l'avion, le type d'avion, le type de motorisation. Est-ce qu'il y a une partie de biofuel potentiellement qui est dans l'avion? Dans quelle classe on voyage? Est-ce qu'on a fait un vol direct, ou est-ce qu'on nous a demandé de tourner 3 quarts d'heure avant de se poser? Donc tous ces éléments-là, en fait, qui viennent massivement impacter la consommation CO2, aujourd'hui, dans les normes, et alors nous, pour le coup, on en a déjà 3 en place, une française, une anglaise, une américaine, qu'on laisse au choix de nos clients, ce n'est pas pris en considération. Donc, on a pris un autre virage. Il y a des gens qui sont plus pertinents, plus fins, qui sont en train de travailler. Donc, on va intégrer d'autres normes, d'autres manières de calculer, plus en mode partenariat aussi, puisqu'on s'investit beaucoup plus dans la relation, notamment avec CO2 Connect, donc qui est la norme de IATA, et ICAO, où là, on espère pouvoir retrouver les éléments qui nous permettent de donner un chiffre qui est beaucoup plus réaliste. Et c'est pas tant très sincèrement que les OBT le calculent mal, c'est pas ça. C'est juste les critères à l'origine. C'est ça. C'est derrière, il y a pas de norme universelle. C'est ce que disait Patrick Dimmer ce matin. Il faudrait une norme universelle. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard universel. Ça, c'est le grand malheur de toute cette industrie. En fait, Amadeus travaille avec différents grands acteurs à l'international sur la création et sur l'établissement d'une norme internationale qui soit reconnue par l'ensemble des professions, pas de la profession, mais des professions. On travaille là-dessus avec des grands groupes comme Expedia, comme Google, comme Booking, comme Visa, sur l'établissement de cette norme au sein d'une ONG, et faire en sorte qu'elle soit reconnue mondialement et pas seulement par zone géographique ou par pays. Donc il y a ce point-là. ICAO, c'est effectivement un prestataire qui tient absolument la route et qu'on intègre aussi, par exemple, dans Sidetrick. Et moi, je dirais qu'il y a aussi des aspects avant le voyage, pendant et après le voyage, toujours ça, donc avoir du reporting, mais aussi pouvoir piloter en amont et driver en amont ces voyageurs pour faire en sorte que l'impact environnemental soit le plus réduit possible. Et nous, on croit beaucoup aussi à ce partenariat avec Microsoft pour faire en sorte que le voyageur et les travel managers aient des outils d'aide à la prise de décision
sur le voyage. Le meilleur moyen d'éviter un impact CO2 fort, c'est effectivement de ne pas voyager, j'en parlais tout à l'heure, et d'avoir un modèle hybride permet effectivement de se dire, est-ce que ce voyage-là, je le fais ou je ne le fais pas? Est-ce que ce voyage-là, je le fais en avion ou je le fais en train? Et d'apporter un ensemble d'éléments avant la réservation à la personne qui réserve pour éviter cet aspect de production de CO2. Après, la RSE, c'est pas uniquement l'environnemental, on a parlé aussi. Je pense que c'est très important et nous, on est très à la pointe sur la lisibilité de la solution. On a parlé tout à l'heure, Pierre parlait de la user experience, de la UI, mais c'est aussi de pouvoir développer une solution. On se rend compte aujourd'hui qu'au sein de l'entreprise, eh bien, il y a de plus en plus de seniors comme moi qui, par exemple, ont des problèmes de lisibilité. Et donc, c'est aussi important de pouvoir respecter et de donner une solution de service qui soit adaptée à des personnes qui sont un peu moins voyantes que d'autres, et donc de développer une interface qui corresponde à des normes reconnues pour faire en sorte que la lisibilité, c'est un exemple, soit complètement considérée aussi au moment de la réservation. Donc la RSE, c'est très très large. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, dans les appels d'offres, on rencontre des enjeux qui sont très différents d'une entreprise à une autre. Et le but, c'est d'avoir le panel le plus large possible pour pouvoir matcher précisément à ces enjeux des entreprises qui sont, je dirais, depuis le Covid, c'est comme si le Covid avait laissé un moment de réflexion intense sur ce sujet, mais en tout cas, la maturité et ce temps de réflexion intense font que les attentes des travel managers et des acheteurs sont phénoménales. On est prêt pour y répondre aujourd'hui et demain également. Alors il nous reste une dizaine de minutes, on est obligé évidemment d'accélérer pour pouvoir à peu près traiter tous les sujets. J'aimerais qu'on parle un peu de l'expérience client. Guillaume, c'est un reproche récurrent, qui vous est fait, vous les SBT, c'est de dire, voilà, l'expérience client est encore loin de ce qu'on fait en B2C. Ouais. Les voyageurs d'affaires s'en plaignent en disant, franchement, voilà, ça reste lourd, quoi. Donc ouais. C'est un doux rêve, ça, d'avoir une expérience SBT proche du B2C. Alors non, c'est pas un doux rêve. Ouais. Même moi, j'aimerais bien que ça soit le cas. Sauf que ça va pas être possible vraiment. Ouais. Puisqu'on n'est pas régi par les mêmes contraintes. Ouais. En revanche, on peut s'en rapprocher. On peut travailler à identifier les points durs dans l'expérience utilisateur en général et les améliorer. Mais beaucoup ont essayé de faire des copier-coller de l'expérience utilisateur loisir et l'amener au business, et ça marche pas tout à fait comme ça. Donc je dis pas que c'est pas une bonne idée, je dis qu'il y aura toujours des décalages. En revanche, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on s'est posé quand même les bonnes questions, et on a un outil qui est amené à évoluer cette année, et on fait... parce que vous repartez de zéro, vous. Alors je sais pas si on peut dire on repart de zéro. En tous les cas, on éponge sur certaines verticales une dette technique au niveau de l'expérience utilisateur qui marchait bien jusqu'à maintenant, qui est extrêmement stable techniquement, et qui a besoin de pouvoir adresser les nouveaux enjeux, les nouvelles demandes. Donc, par grande verticale, d'abord l'hôtel, ensuite la courte durée, l'air, le fer, etc. On va cette année changer brique par brique l'ensemble de notre interface pour pouvoir adresser tous ces challenges. Et on a beaucoup réfléchi à comment amener cette expérience au plus proche à la fois des attentes des sociétés, pour respecter l'ensemble de leurs contraintes, de leurs enjeux, de leurs objectifs. Et puis, on regarde beaucoup l'utilisateur, parce qu'au final, tu parlais de 70% de taux d'adoption, 80%. Ce qui compte, c'est l'adoption. C'est-à-dire, vous pourrez faire le plus bel outil, celui qui vous paraît le plus smart, si personne ne l'utilise, il ne sert à rien. Donc, l'objectif, c'est évidemment d'amener les utilisateurs à venir, à rester, et donc à servir les objectifs RSE, et donc à servir les objectifs du duty of care, et donc de servir les objectifs de respect de budget, politique voyageur, etc. Donc les laisser dans l'outil, le seul moyen de les laisser dans l'outil, c'est qu'ils aient une expérience smooth, rapide, cohérente, avec un contenu riche, etc. Et donc l'interface en fait partie, on travaille beaucoup là-dessus. Il y aura des décalages avec la réalité de notre quotidien quand on voyage pour le loisir, mais c'est bien normal, encore une fois, puisque ces décalages existent dans la conception même du voyage tel qu'il est fait, c'est-à-dire qu'on ne voyage pas pour le loisir, on doit pour le business dans des contraintes d'entreprise qui existent. Ouais. Pierre, je me souviens d'une étude récente, alors américaine certes, mais qui notait les SBT, et notamment sur leur expérience utilisateur. Il y en avait quasiment aucun qui n'avait la moyenne sur cette fameuse expérience. Il y a encore du boulot, quoi. Il y a du boulot, mais je pense... Alors,
côté Golette, on a la chance, entre guillemets, d'être un peu le petit nouveau. On est arrivé sur le marché en 2016, donc déjà riche de beaucoup de choses qui avaient été faites, de voir les bons exemples, les mauvais exemples. Donc on est tout de suite parti effectivement sur un focus très fort sur l'utilisateur, en dépouillant l'écran et en essayant vraiment de garder ce qui est utile, ce qui permet d'aller très vite et de réserver très vite. Parce qu'on sait aussi que l'OBT, fut un temps, on l'appelait le SBT, mais en fait, on a beaucoup de personnes qui réservent pour d'autres. Et il est important que ces gens-là retrouvent très rapidement leur petit et qu'en 2 secondes, elles puissent rapidement, il ou elle, puisse réserver un vol pour 2 personnes, 4 personnes, 5 personnes et faire ça le plus vite possible parce que derrière, il y a beaucoup de voyageurs qui doivent être gérés et ainsi de suite. Et donc, on a toujours cherché à limiter le nombre de clics, à avoir un écran qui se lit du premier coup d'œil, pas trop de couleurs, mais toujours bien pensé dans l'optique du voyageur, de son temps d'arrivée, son temps de départ et ainsi de suite. Et on sait que il y a quand même maintenant un certain nombre d'appels d'offres qui se jouent également sur des tests utilisateurs. Et on est plutôt bien ressorti dernièrement. Ouais. Laurent, sur 1 minute sur l'expérience utilisateur. L'expérience, nous, on a écouté déjà ce qu'on nous avait reproché il y a 2-3 ans à l'ensemble des OBT. On nous avait dit effectivement, vous êtes loin de ce principe de B2C. Donc c'est pour ça qu'on avait fait pour l'aérien, donc le New Fair Display, où vraiment d'un seul coup d'œil sur la même page, on va pouvoir observer tout ce qui est amenities, tout ce qui est attributs, tout ce qui est ancillaries. Donc là, on se rapproche vraiment d'une réservation très B2C. On l'a porté au niveau de l'hôtel et alors pour le coup, on est plutôt satisfait parce que on a quand même des indicateurs, on a tous des indicateurs. Le taux de online en est un, la satisfaction client. Donc on voit ces indicateurs grimper et notamment l'attachement hôtel. Et l'attachement hôtel avec notre dernière version. Et aujourd'hui, on a vu un attachement hôtel augmenté significativement. Alors peut-être qu'on était très mauvais avant, je sais pas, mais on l'a vu augmenter de près de 10%. Donc c'est énorme comme chiffre. Et donc on continue. Et nous, notre prochaine étape, toujours dans cet esprit de simplification et de pouvoir avoir un ensemble lisible sur une seule page, c'est effectivement de nous attaquer au train et à la voiture. Jean-Christophe, en matière d'expérience utilisateur, vous avez fait parler cette année, enfin l'année dernière, avec Microsoft, ce fameux partenariat Microsoft. Tout à fait. Tout à fait. On se dit que bientôt sur LinkedIn, on va pouvoir réserver. C'est une des pistes, effectivement. Je dirais qu'avant d'aller sur LinkedIn, il faut déjà apporter de la valeur à l'intérieur de l'entreprise et dans le réseau concernés par les voyageurs au sein de leur entreprise. Une petite anecdote sur les ratings dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'on est souvent noté dans les phases de RFP et j'invite tout le monde à le faire sur la phase de RFP parce que c'est quelque chose qui est très révélateur et sur lequel chez Cytric Tiani on est très serein. Pour répondre à l'aspect partenariat avec Microsoft, très vite, le but c'est d'apporter encore plus de valeur et d'être dans le 3.0 sur la lisibilité de la solution, donc l'ergonomie, et notamment pour que ça puisse apporter de la valeur. Très simplement, je fais ma réservation, j'ai un maximum d'informations, j'ai la confirmation de ma réservation et ce que j'ai réservé, je peux le forwarder à n'importe lequel de mes collègues pour qu'en un seul clic, ils fassent exactement la même réservation et qu'on se retrouve au même aéroport, dans le même taxi. Donc impact carbone réduit, impact économique optimisé et ce qu'on appelle nous les smart connections, c'est-à-dire de pouvoir aussi recréer du lien grâce justement aux outils d'OBT ou de SBT. C'est aussi un des enjeux qui intéresse beaucoup les corporations. On va suivre ça en tout cas évidemment avec attention. Alors 2023 est une année spéciale pour le monde des SBT puisque Traveldoo arrête son activité. Vous allez vous retrouver les uns et les autres avec de nouveaux comptes qu'il va falloir faire migrer. Juste Guillaume, on en est où là? Les clients, ils sont ça y est, c'est bon, c'est en train de se faire tranquillement ou il y a encore un peu de panique? Il y a un tout petit peu de panique. C'est ce qu'on entend en tout cas. Je le définis pas comme de la panique parce qu'il n'y a pas d'effet de panique. Bon, déjà, il faudrait peut-être. En tous les
les cas, il y a le temps, l'unité de temps n'est pas compressible. Et on arrive à des échéances, là, je pense, dans les prochains mois, où il faudra être déjà prêt à basculer sur une solution en run, c'est-à-dire pas juste j'appuie sur le bouton pour procéder à la migration, il faut que la migration soit faite. Que Travel2 disparaisse du paysage du business travel, moi je trouve ça... Enfin, je pense que c'est une des pires nouvelles des 10 dernières années en termes d'industrie, mais ça crée de l'espace. Et cet espace-là, notre métier, c'est de servir les clients qui... la nature ayant horreur du vide. Et donc, la majorité des clients ont pris leur décision. Il y en a encore qui ne l'ont pas prise. Et là, on doit quand même... Il y en a encore qui l'ont pas prise. Donc, malheureusement, je pense qu'il y a une contrainte qui va être la même pour tout le monde et pour nous tous autour de cette table. Et les équipes élargies, c'est-à-dire les agences de voyage, les cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises, etc. Sachant que tout le monde est très tendu en ressources humaines. C'est les ressources. C'est les ressources. Alors moi, je suis moins inquiet sur les ressources, je ne parle pas en votre nom, mais chez nous, on est peu inquiet sur nos ressources à nous. En revanche, une migration sans l'agence, ça se fait pas. Une migration généralement sans les ressources métiers chez le client ou chez son cabinet de conseil, ça se fait pas non plus. Et là, il y a de la tension. Donc, ce qu'on pensait être quelque chose qui allait se séquencer depuis l'annonce, qui était relativement claire, même si certains ont pensé qu'il y aurait un rachat, certains ont vraiment anticipé depuis Q2, ont déjà basculé, et puis d'autres n'ont toujours pas pris la décision ou n'ont pas commencé la migration. Et je pense que là, il y a un effet d'urgence qu'il va falloir absolument mettre en avant et se mettre en mouvement. Pierre, un effet d'urgence ? Un effet d'urgence, oui. Après, ce que... Je dirais, moi, je vois les agences avec lesquelles on est partenaire, elles ont quand même les capacités. Nous, on a toujours travaillé à les rendre le plus autonomes possible. Beaucoup de déploiements se font sans qu'on en apprenne rien. Et donc, je pense quand même qu'il y a un certain nombre d'agences qui vont savoir rapidement accueillir de nouveaux clients et les transférer sur une nouvelle solution. Et effectivement, côté également ressources internes, nous, on s'est staffé pour pouvoir supporter ça. Et ensuite, je dirais, il y a toutes les solutions de dumping d'informations d'une solution à l'autre qui peuvent aussi être mises en place. On sait faire de l'upload massif de profils ou autres. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Après, je suis d'accord avec Guillaume, il faut effectivement que les gens se mobilisent parce qu'il y a quand même une notion de définition du besoin, de structure, d'architecture qui est nécessaire. Et ça, on n'y coupe pas. Il faut la faire avant de pouvoir actionner un déploiement. Laurent, il y a tout un tas de comptes là qui sont en train de basculer, de migrer, de Travel2 à... Alors, je sais plus, il y a Hermès qui est chez Concur, il y a vous, c'est Carrefour, vous avez récupéré Carrefour, je crois, chez KDS, Citrix et Total. Voilà, il y a un vrai gros boulot supplémentaire, là. Supplémentaire... oui, quoi. On l'avait un petit peu anticipé quand même. C'est... ce qui est effectivement le plus dur, c'est de réussir à aligner tous les acteurs. Généralement, nos nouveaux clients ne se rendent pas compte que finalement toutes ces mises en œuvre, pour certains, parce que je connais bien les noms là qui ont été cités, ça leur a mis plusieurs années à déployer. C'est pour ça. Et, il y a quand même une lumière qui s'allume. Le challenge, c'est de réussir à le faire en quelques mois. Alors nous, on s'est entièrement préparé. On les prépare, on les met sous pression, parce qu'on n'a pas le choix. Mais on va réussir à livrer comme d'habitude. Hermès est chez Concur et Goélette. Concur sur la partie expense et Goélette sur la partie travel. Et ben voilà, la précision était utile. Jean-Christophe. Oui, alors c'est vrai, enfin, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a quand même une bonne partie des sociétés qui ont agi. Je pense que la majorité a quand même lancé ces appels d'offres relativement tôt. C'est la majorité. Il reste encore quelques optimistes ou inconscients, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui n'ont pas encore migré, et donc le message, c'est il est temps il est plus que temps de vous réveiller. Plus sérieusement, il y a les enjeux. On parle de juillet, mais c'est bien avant, finalement. Voilà, ça peut être plus tôt. Donc ceux qui s'y sont pris, ceux qui ont anticipé, ceux qui ont veillé le marché, ceux qui se sont renseignés sur le marché, ceux qui ont fait leur pré-étude même avant le RFP, eh bien ça, ce sont entre guillemets les bons élèves. On n'est pas là pour donner des bons points, mais enfin voilà. Et puis après, il y a effectivement les enjeux de ressources
chez le client, chez les boîtes de consulting, chez les TMC et chez les éditeurs, enfin partout. Donc je pense on est tous très pros, donc on a tous anticipé cela et le but c'est quand même d'avoir les équipes les plus rodées, les méthodes les plus éprouvées. Nous, on fonctionne en mode agile dans la gestion de projet, ce qui permet aussi d'optimiser les agendas, parce que je crois que c'est Laurent qui l'a dit, des migrations ont pu prendre parfois plusieurs années, et là, il faut que ça se fasse en quelques mois. Donc, voilà. Laurent, pour finir, très vite. Je rajoute quelque chose, que là, on est plutôt en train de parler de grands comptes et de grands comptes directs. Ouais. Et finalement, Travel-Do, on avait pas mal, mais pas tant que ça, par rapport à la manne qu'ils pouvaient avoir à travers leurs partenaires revendeurs. Nous, on a 16 partenaires revendeurs à travers le monde. La moitié d'entre eux revendaient du Travel-Do. Aujourd'hui, on est en train de les accompagner pour faire ces migrations vers Néo. Et finalement, le challenge pour nous, il est plutôt ici versus un grand compte qu'on aurait acquis, où on a finalement, nous, nos propres ressources pour pouvoir aller les accompagner. Là, en ce moment, on a plutôt besoin d'aider et tenir la main à nos partenaires agences pour faire toutes ces migrations, parce que là, on parle de centaines de comptes. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de questions. On n'a malheureusement pas le temps d'y répondre, mais je vous promets, on va les transmettre aux personnes intéressées, nos 4 intervenants qui sont là, parce que franchement, il y a une pluie de questions. En tout cas, le sujet intéresse, le sujet passionne. C'était très riche. Merci à nos 4 intervenants. Merci. Malheureusement, notre temps était limité. On a essayé déjà, on a essayé de traiter d'un maximum de sujets. Merci à vous 4. Merci beaucoup. Merci. Prochain rendez-vous, on va parler des outils de notes de frais. Là aussi, beaucoup d'actualités. On a ici 2 outils qui font à la fois la réservation et la note de frais, KDS et Concur. Et Sidetrick. Et Sidetrick, pardon, 3 outils. Là, nos 4 invités font uniquement de la note de frais, nos 4 invités à venir. En tout cas, et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'évolution du marché. On se retrouve dans 2 minutes, le temps de changer de plateau. À tout de suite.